Merci à toutes et tous ceux qui nous ont donné ce feedback. Effectivement, on était en ligne déjà depuis une bonne dizaine de minutes. Pendant que dans le background, on vérifie ces questions de slides, je vous propose qu'on commence néanmoins comme dans tous les autres ou presque panels de cet événement. Le format est standard, donc ce sera 3 interventions de 20 minutes chacune, puis une session questions-réponses collective sur les 3 interventions à la fin de 30 minutes. Vous pouvez envoyer vos questions soit en les écrivant dans les chats et moi je prendrai en charge de les formuler pour tout le monde, même si tout le monde fait pour les lire, ou alors vous pouvez demander de les faire de vive voix, mais là il faudra demander une autorisation parce que pour vous admettre dans les panels où on vous voit, on vous entend, c'est ça qu'il faut faire. Donc sans tarder, je présente très rapidement les 4 intervenants. Les panels, ça s'intitule « Démocratiser la gouvernance d'entreprise » et avec une focale sur l'expérience française. Le premier intervenant, c'est Nicolas Motis, qui est professeur à l'école polytechnique. Son intervention porte le titre « La finance responsable peut-elle contribuer à la démocratisation de la gouvernance ?» Ensuite, ça sera le cas d'Afshin Merpouya, qui est maintenant professeur à l'université d'Édimbourg, notamment dans sa business school. Sa présentation sera en français, mais le PowerPoint, si on arrivera à le montrer, sera en anglais. Donc, le titre aussi, From Democratizing Ownership and Board to Peripheral Democratization of Corporations, the case of the Mindsight Assessment Tool. Et la 3e intervention sera tenue conjointement par Karine Olivier, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Rennes 2, et Sandrine Rospabé, qui est maître de conférences en sciences de l'économie à Rennes 1, avec le titre « Quel impact une gouvernance holacratique sur la démocratie au travail, étude des cas d'une coopérative de commerce alimentaire biologique ». Et sans tarder, je donne la parole à Nicolas pour la première intervention. Très bien, merci Roberto, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, Nicolas Motis, je suis effectivement professeur à l'école polytechnique et je travaille sur deux sujets depuis assez longtemps, le management de l'innovation et puis le pilotage des performances, et notamment dans ce cadre-là, les questions de finances durables, finances responsables, finances vertes. Il y a beaucoup d'appellations autour de ça, donc je vais retenir le terme de finances durables. Et l'idée, donc, c'est d'ouvrir un peu la discussion parce qu'en fait, vous allez voir que je vais essayer de donner un peu la perspective historique sur la finance durable et notamment son évolution récente, mais que la question de la démocratisation du travail n'est pas encore forcément complètement traitée par la finance durable, et ça sera justement un des points de mon intervention. Alors, quelques chiffres pour démarrer. Je ne vais pas vous assommer avec trop de chiffres, mais quand même quelques éléments pour comprendre de quoi on parle. Si on regarde ce qu'on appelle les actifs sous gestion en France, pour la France, on pourrait regarder d'autres chiffres, mais la France est un bon exemple et c'est plutôt un pays relativement en pointe sur les questions de finances durables. On a plus de 4 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion en France, donc qui correspondent notamment à l'épargne des ménages, des entreprises, des États. Donc, c'est le patrimoine géré par l'industrie financière française. Les chiffres ne sont pas complètement précis sur la finance durable. Il y a beaucoup de débats autour de ça, mais on considère que sur ces 4 000 milliards, aujourd'hui, il y a plus de 1 000 milliards, beaucoup plus même, selon certaines études, qui intègrent des paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on est sorti d'un concept de finance un peu limité dans la niche. On est vraiment dans ce qu'on appelle maintenant du mainstream. Et sur ces 1 000 milliards, on considère souvent qu'à peu près 400 milliards, donc 10% de l'ensemble des 4 000, correspondent à ce qu'on appelle de l'ISR strict, donc de la finance durable, qui utilise vraiment des critères de façon précise et avec un niveau d'exigence peut-être plus élevé que les 1 000 milliards qui font juste ce qu'on appelle de l'intégration ESG, donc qui regardent un peu ce qui se passe sur les paramètres environnementaux, sociaux, mais qui ne vont pas forcément très très loin dans l'analyse. Donc, juste ces quelques chiffres pour dire que la finance durable, aujourd'hui, c'est quand même un gros morceau. C'est un morceau qui se développe très très vite. Et il y a même un certain nombre de débats aujourd'hui qui posent la question de l'intégration de ces notions environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble des domaines financiers. On n'y est pas encore, mais on est quand même dans un domaine qui aujourd'hui se développe très très vite. Alors, une fois qu'on a évoqué ces quelques chiffres, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce paysage de la finance durable,
la dimension démocratique ou la place des salariés, la place même au-delà des salariés de différentes parties prenantes est réelle. Est-ce qu'il y a une vraie prise en compte de ces facteurs-là? Et pour essayer d'y répondre assez rapidement, il y aura une séquence, je crois, de questions ensuite, donc on pourra revenir sur certains points si vous le souhaitez. Je vais juste faire un petit retour historique sur d'où vient la finance durable et quelles ont été ces grandes phases de développement. Dans la littérature, on considère en général que la finance responsable, on peut dater son début aux années entre Première et Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, avec des bases qui étaient essentiellement des bases religieuses. Les premiers acteurs qui ont développé ces notions de finance durable étaient des acteurs qui étaient notamment des grandes congrégations religieuses et qui se sont positionnés sur des choix financiers avec des convictions religieuses assez précises, conduisant en particulier à exclure de leurs investissements un certain nombre d'industries ou de secteurs assimilés à des secteurs du péché, donc tout ce qui était alcool, jeux, armes, pornographie, etc. Et donc, dans cette première vague de finances durables, pour aller vite et voir les vagues suivantes, la dimension travail, démocratie était globalement assez peu présente, pour pas dire pas du tout présente. C'était d'abord une finance durable très orientée sur des principes religieux et cherchant à faire ce qu'on appelle de l'exclusion sur certains secteurs qui étaient considérés comme non conformes à des convictions religieuses. Ça, c'est la première vague, donc il y a maintenant plus d'un siècle, puisque on est en 2020, après un siècle quasiment par rapport à ce démarrage-là. La deuxième grande vague de finances durables, est-ce qu'elle a intégré cette notion de démocratisation du travail? Pas vraiment non plus. C'est-à-dire cette deuxième grande vague, on considère souvent qu'elle est liée à des phénomènes politiques, donc en particulier dans les années 60-70, la guerre du Vietnam aux États-Unis et puis la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, donc qui a engagé un certain nombre d'acteurs des marchés financiers, notamment sous la pression des campus et des étudiants dans quelques grandes universités. Cette vague-là de la finance durable, elle était essentiellement basée sur des agendas de nature politique, consistant dans un premier cas pour le Vietnam à demander le désengagement des États-Unis de la guerre au Vietnam et puis à condamner notamment toutes les entreprises qui pouvaient faire du business avec la guerre au Vietnam. Donc, encore une fois, une logique d'exclusion sur des industries, notamment d'armement, qui faisaient des affaires avec le Vietnam. Et puis, on pourrait dire, sur l'apartheid, la dimension sociale était peut-être un peu plus forte. Alors, elle l'était, mais avec un angle très précis qui était la lutte contre le régime d'apartheid, la ségrégation, la dimension travail dans cette vague politique de finances durables, encore une fois, n'était pas très, très présente. Donc, deuxième grande vague, toujours basée sur des logiques d'exclusion, avec des acteurs des marchés financiers qui étaient sous pression pour éliminer de leur portefeuille un certain nombre d'activités présentes dans le cas du Vietnam dans le secteur de la défense et dans le cas de l'apartheid, beaucoup plus large, ce qui est un phénomène intéressant puisque ça a touché des entreprises comme Coca-Cola, IBM, Boeing, donc bien au-delà du secteur de la défense, mais démocratisation du travail, enjeu des salariés, répartition du pouvoir, c'était vraiment pas le sujet de cette deuxième grande vague de finances durables. Alors, troisième grande vague, est-ce que c'est arrivé ou pas? Là, le jeu est un peu différent parce que autant sur les deux premières vagues, on était sur des logiques d'exclusion. Sur la troisième grande vague, pour faire vraiment rapide et simple, la logique de gestion des actifs est une logique qui n'est pas forcément une logique d'exclusion, qui consiste à éliminer certains types d'actifs, mais c'est plutôt une logique, notamment en France, là je vais revenir sur le cas français, qui est très orientée sur ce qu'on appelle le best in class. Le best in class, c'est quoi? C'est l'idée d'aller voir dans chaque secteur économique, pour des investisseurs financiers, quelles sont les entreprises qui ont les pratiques les plus vertueuses sur un certain nombre de variables que je vais expliquer. Mais avec une approche de type best in class, on peut tout à fait s'autoriser à investir dans le pétrole, dans l'armement, dans les jeux, mais dans ces secteurs-là qui sont des secteurs historiquement très controversés, en tout cas aux yeux des acteurs un peu anciens de la finance durable, on peut justifier avec des approches best in class que, par exemple, dans le jeu, si vous avez une entreprise qui a des politiques de jeu responsables, qui va essayer de lutter contre les phénomènes d'addiction, pareil dans les spiritueux, par exemple, on peut tout à fait investir chez elle dans le oil and gas. Si on a une entreprise qui essaie de respecter ses communautés, de faire de l'exploration-production en minimisant les impacts environnementaux, on peut investir chez elle. Donc, la nature du raisonnement financier est très différente et on se donne la possibilité de parler et de travailler avec tous les secteurs.
Et du coup, la question par rapport à la notion de démocratisation du travail, c'est quels sont les critères pris en compte dans ces logiques de finance durable, qui sont aujourd'hui des logiques tout à fait dominantes sur les 1000 milliards que j'évoquais là pour la France, les milliards d'euros sur les 4000 qui font de l'intégration ESG. Il y a cette logique de best in class, de je vais chercher les meilleures entreprises ou celles qui ont les pratiques qui paraissent les plus favorables dans tous les secteurs. Et vraiment, la logique dominante, l'exclusion est assez peu présente, notamment en France par rapport à d'autres pays. Et donc, quels critères on regarde dans ce cas-là? Alors, les critères, je les ai déjà un petit peu évoqués, c'est ce qu'on appelle les grilles de lecture ESG. ESG, donc c'est un acronyme qui a l'avantage de bien fonctionner en français et en anglais, donc il veut dire environnement, social et gouvernance. Et donc, du coup, question naturelle, c'est est-ce que dans ces paramètres ESG, le travail, les salariés notamment, ont un rôle à jouer? Alors, si je vais dérouler en fait les 3 critères en essayant de voir ce qui, dans ces critères, permettrait de considérer qu'il y a aujourd'hui peut-être une meilleure prise en compte, pour le dire par la négative, d'autres acteurs que uniquement les actionnaires ou les dirigeants. Donc, dans le E, là, on peut trouver éventuellement quelques traces de prise en compte d'autres parties prenantes. C'est notamment, c'est pas exhaustif mon point, mais notamment dans une dimension qui est ce qu'on appelle le license to operate. Sur les critères environnementaux, un des sujets clés pour les firmes privées côté classique, c'est comment est-ce que je peux notamment réduire mes impacts environnementaux négatifs pour préserver ma capacité à développer de nouvelles activités, à implanter des sites industriels. Et donc, par cet angle-là, d'une certaine façon, on pourrait dire que la finance durable, en regardant les performances environnementales et l'efficacité des entreprises dans ce domaine-là, parce que ça a un intérêt pour évaluer la capacité de l'entreprise à se développer, faire entrer dans le jeu des acteurs comme les communautés, notamment, qui sont autour des sites industriels et qui ont des points de vue exprimés lorsqu'une entreprise a un impact négatif sur son environnement. Donc, on pourrait dire, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en cherchant sur ESG, on pourrait dire que d'une certaine façon, en mettant une pression forte sur la performance environnementale des groupes, on les pousse à intégrer davantage certaines parties prenantes parce que sinon le license to operate, la capacité à développer son activité va être bloquée. Et donc, on fait rentrer dans les mécanismes de décision des acteurs qui étaient peut-être auparavant négligés en dehors d'un périmètre où la finance durable a un rôle à jouer. Donc, première peut-être hypothèse, c'est entre autres par cette notion de gestion des communautés, de license to operate, que l'on peut éventuellement retrouver une forme de partage des enjeux et de prise en compte d'autres points de vue. Sur le ESG, donc il y a une deuxième lettre qui est S. Alors, la question, c'est est-ce que dans le S, il y a des critères qui portent sur la démocratisation, le partage des rôles, la prise en compte du point de vue des salariés? Pour faire simple et rapide, la réponse est non. C'est pas drôle, mais c'est malheureusement le cas. C'est-à-dire, quand on regarde objectivement, il n'y a pas beaucoup de critères qui vont intégrer le point de vue des salariés quand on regarde la performance sociale. Historiquement, on va regarder des choses comme l'accidentologie, donc les taux de fréquence, le nombre de fois où des accidents se réalisent sur les sites. On va regarder des critères sur la diversité, des critères sur la formation, des critères éventuellement sur le bien-être au travail, donc toute une série de paramètres sociaux qui sont essentiels, mais dans lesquels les dimensions, dans ce que j'ai pu voir en tout cas, les dimensions prises en compte de la participation, partage du pouvoir, etc., sont en fait très très peu couverts. Très peu couverts pour l'instant en tout cas. Dans la dimension S de ESG, on ne voit pas grand-chose objectivement sur les questions de démocratisation du travail. Alors du coup, peut-être on pourrait voir dans le G. Donc le G, c'est la gouvernance. Donc typiquement, dans ESG, le G, c'est l'ensemble des critères qui vont essayer de caractériser les systèmes de gouvernance des entreprises. Là, peut-être qu'on pourrait trouver quelques éléments qui intègrent davantage le point de vue d'autres parties prenantes, encore une fois, que les actionnaires. Déjà, on peut les trouver, par exemple, sur un débat qui est assez ancien, notamment en finance, mais qu'on retrouve dans la finance durable, qui est tout le débat autour de la composition du board, des instances de gouvernance, conseil d'administration, conseil de surveillance. Il y a depuis longtemps beaucoup de travaux qui montrent que l'entreprise, enfin l'ensemble du paysage, entreprises, actionnaires, salariés, etc., ont intérêt à ce que la gouvernance soit de qualité. Et un des facteurs de qualité, c'est notamment une diversité des membres, une indépendance des membres aussi, bien sûr, mais aussi une diversité des membres. Et donc, dans cet élément de diversité, on peut trouver, par exemple, des salariés.
avoir des salariés dans la gouvernance. Il y a un certain nombre de travaux aujourd'hui qui montrent que c'est plutôt un facteur qui améliore la performance à moyen et long terme de l'entreprise. Dans certains pays, c'est même tout à fait institutionnalisé. Hein. En Allemagne, par exemple, les entreprises de plus de 2000 salariés vont avoir la moitié des membres du conseil de surveillance qui seront des salariés. Donc, en France, on n'en est pas encore là. Il y a eu des successions de rapports qui ont essayé de pousser cet élément-là, mais on n'en est pas là. Par contre, dans la gouvernance, on voit bien quand même que par la composition du board, on a effectivement un levier potentiel intéressant sur la meilleure prise en compte des points de vue des salariés. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être aussi assez intéressants dans les critères de gouvernance que les investisseurs responsables analysent en détail. C'est des critères, par exemple, sur tout ce qui concerne ce qu'on appelle en anglais le whistleblowing ou la lutte contre la corruption. Donc, des mécanismes qui vont permettre des salariés à tous les niveaux de l'entreprise de s'exprimer et de faire remonter notamment des problèmes de corruption, de harcèlement, de pollution non avouée, etc. Ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes qui peuvent contribuer à l'amélioration de la gouvernance de l'entreprise et notamment à la correction des dérives, sont aussi des mécanismes qui donnent un certain pouvoir aux salariés à tous les niveaux de l'entreprise. En finance durable, on sait bien que typiquement ce qu'on appelle les controverses, donc les scandales que peuvent traverser les entreprises sont extrêmement mauvais d'un point de vue simplement financier, en étant très clair. Et donc les critères qui permettent de limiter l'occurrence de ce type de scandale, notamment les mécanismes que j'évoquais, de contrôle des phénomènes de harcèlement, de corruption et autres, sont des critères qui sont assez favorables aux deux parties, à la fois aux salariés et puis aux dirigeants et aux actionnaires. Donc c'est par le G, on pourrait trouver effectivement peut-être une plus grande ouverture à d'autres acteurs, encore une fois, je raisonne en négatif, que les stricts actionnaires, mais globalement, pour terminer sur ce point ESG, si on se pose la question, est-ce que la finance durable a comme critère central des questions de démocratisation du travail? Il y a des éléments à gauche, à droite, mais globalement, la réponse est plutôt non, quoi. Globalement, ce n'est pas encore un sujet qui est au cœur de la finance durable, même si par l'analyse de différents facteurs, finalement, on finit par encercler des questions qui finissent par défendre les intérêts et les points de vue de la partie prenante salariée. Alors, sur ces questions de finance durable, il y a une thématique qui est très, très en vogue actuellement, qui est la thématique de l'impact. L'idée étant de dire, une fois qu'on a fait une sélection d'un portefeuille d'investissement en regardant les critères ESG, peut-être que le cran d'après, l'étape suivante, c'est d'aller plus loin et de se dire comment est-ce qu'un investisseur durable, au travers de son portefeuille, va être capable ou non de générer de l'impact, donc de la variation de notre ESG, pour le dire rapidement. Et donc, cette thématique de l'impact, c'est une thématique qui est très, très en vogue aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans la dimension entrepreneuriat social ou investissement solidaire, mais même dans le cœur de l'investissement durable, beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'interrogent sur comment peut-on démontrer l'impact de nos choix financiers que l'on prétend durables. Et donc, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder quels sont les critères d'impact aujourd'hui. Est-ce que dans ces critères d'impact, donc qui sont assez récents pour beaucoup, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, on essaie de les développer, ce n'est pas évident, il y a plein de problèmes de mesures, de méthodologie. La question, est-ce que dans ces critères d'impact, on trouve des aspects liés à la démocratisation du travail, puisque c'est le thème du workshop. Alors, les principaux critères d'impact aujourd'hui, il y en a 5-6 quand on fait des enquêtes, on avait fait des travaux avec des collègues récemment là-dessus. Il y a grosso modo le CO2, donc la réduction, enfin les gaz à effet de serre, est-ce que l'entreprise réduit ou non ses émissions de gaz à effet de serre? Il y a l'intensité énergétique par euro de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie? Il y a l'intensité en eau sur le chiffre d'affaires. Et puis sur le côté, les autres côtés, on va trouver quelques éléments de gouvernance sur l'amélioration de la qualité du board, notamment en termes d'impact. Et puis on va trouver côté social essentiellement une variable qui est le nombre d'emplois créés. Mais le nombre d'emplois créés, bien sûr, c'est une variable importante, c'est une façon de mesurer aussi la création de valeur d'une entreprise, mais ce n'est pas du tout lié, enfin ça a peu de rapport avec les questions d'organisation du pouvoir et de démocratisation du travail. Donc encore une fois, même sur ce thème très très en vogue de l'impact, le sujet de la démocratisation du travail n'est pas forcément un sujet central, il n'est pas forcément au cœur, donc le paysage n'est pas forcément très très favorable non plus. Alors du coup, et pour terminer, je vais essayer de
d'ouvrir quand même quelques éléments un peu plus, enfin quelques pistes un peu plus positives. C'est est-ce qu'à terme, la finance durable pourrait quand même contribuer à la démocratisation du travail? Alors, il me semble qu'il y a deux axes autour desquels elle pourrait fortement y contribuer. Il y a un premier axe, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est l'axe de la gouvernance, notamment en travaillant sur la composition des boards. Il y a eu beaucoup de travaux, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la participation des salariés au board. Et je pense que c'est vraiment un axe sur lequel on devrait faire beaucoup plus. Les rapports se sont succédés, le dernier étant par exemple le rapport gallois en France, qui a suggéré d'augmenter très significativement le nombre de salariés au conseil. Souvent, les organisations patronales sont assez frileuses par rapport à ça, pour le dire poliment, et donc elles ont tendance à bloquer ça. Mais c'est clairement un axe de progrès, je pense, à garder en tête, c'est la composition des boards, et notamment la plus grande représentativité des salariés au sein des boards en France. Dans d'autres pays, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais en France, je pense qu'on est vraiment en retard sur la participation des salariés au board. Et ça s'explique par différents facteurs juridiques, historiques, etc., mais aussi par une certaine frilosité des dirigeants de beaucoup de grandes entreprises par rapport à l'arrivée de salariés dans leurs instances de gouvernance. Donc ça, c'est un premier axe, c'est améliorer la gouvernance pour travailler sur cette démocratisation du travail, entre autres, mais c'est aussi l'occasion de travailler sur la performance de l'entreprise à long terme. Et puis, il y a un deuxième axe qui est peut-être plus récent et plus atypique en France, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'engagement actionnarial. L'engagement actionnarial, grosso modo, c'est comment des actionnaires, donc classiques, hein, qui possèdent des parts de l'entreprise, expriment leurs attentes et leur point de vue sur l'entreprise. Et dans cet engagement actionnarial, en France, si je prends le cas français, il y a notamment deux vecteurs très concrets qui pourraient être beaucoup plus mobilisés. Le premier, c'est l'épargne salariale. Dans beaucoup d'entreprises, y compris maintenant des PME, des ETI, il y a des fonds d'épargne salariale pour lesquels la dimension gouvernance est souvent très, très molle. Et donc, alors que les salariés ont, au travers de ces détentions d'épargne salariale, des leviers très concrets sur la vie de l'entreprise, en pratique, ils les mobilisent assez peu. Et donc là, je trouve qu'il y aurait des choses à faire sur l'engagement via l'épargne salariale. Et puis le deuxième type d'engagement, c'est plus classique. Il y a aujourd'hui toute une série de travaux. Notamment, on mène des travaux. Moi, je suis très engagé au niveau du Forum pour l'investissement responsable. On mène des travaux qui visent à favoriser la création de coalitions d'actionnaires autour d'enjeux ESG. Et les salariés dans ces coalitions pourraient tout à fait, ou leurs représentants pourraient tout à fait avoir une part beaucoup plus importante pour faire passer dans les mécanismes d'engagement actionnariaux classiques des résolutions qui préservent davantage les intérêts de certaines parties prenantes, ce qui n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. Derrière ça, il y a beaucoup de petits mécanismes juridiques et financiers à faire bouger, mais ça serait aussi une façon de progresser, je pense, très, très significativement sur les questions de démocratisation au travail. Donc voilà, en quelques mots, un paysage vraiment rapide sur la finance durable, avec peut-être pour conclusion des choses qui bougent, mais encore un peu de boulot pour que le sujet soit vraiment traité. Voilà, Roberto, j'espère que je suis dans les temps. Absolument, c'était 20 minutes exact. Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole à Afshin. Il y a déjà une question, mais on la gardera pour la discussion finale. Merci. Donc, j'imagine qu'on abandonne l'idée d'avoir des diapos. Et peut-être on pourrait vous voir, si possible, quand votre caméra elle est éteinte là maintenant. Ok, donc là, c'est le petit signe en bas à gauche, voilà. On vous voit là, c'est bon. J'essaie de encore partager mon écran une dernière fois. Si ça ne marche pas, on abandonne. Ok. Ça ne marche pas, on abandonne. Alors, moi je voulais partager une histoire un peu différente par rapport à l'histoire que Nicolas a racontée sur ce qui signifie démocratisation de l'entreprise, où ça peut se situer. Je commence ma présentation d'abord en commençant parlant de ce qui est actuellement le débat sur démocratisation de l'entreprise. Très souvent, on parle d'une forme de... Le français n'est pas ma première langue, c'est ma troisième langue, donc je vais faire beaucoup de fautes. Toutes mes excuses d'avance. Alors, on parle d'un pluralisme, toujours au niveau de centre. Pluralisme qui vient de centre,
qui est l'Assemblée générale des investisseurs. On trouve des solutions autour du centre. Il y a très souvent cette idée de trickle-down governance n'atteint pas vraiment le terrain où l'impact se fait. Il y a beaucoup de débats sur corporate governance, good governance. C'est un débat plutôt anglo-saxon, un mouvement international depuis les années 90, poussé beaucoup par les investisseurs et également par le FMI et la Banque mondiale, avec l'idée d'arrêter de faire confiance dans les managers et essayant de créer une distance, indépendance entre les managers et les investisseurs, les notions comme shareholder democracy, donc augmenter la voix des investisseurs au sein des entreprises. Et dans l'ensemble, ce projet de démocratisation pour augmenter la voix des investisseurs, dans lequel le mouvement investissement responsable joue un rôle très important aussi, on peut dire que ça a mené vers plus de financiarisation des entreprises, plus de voix pour les investisseurs. Dans tous les pays en Occident, on voit maintenant plus de facilité pour lancer des shareholder resolutions, plus de facilité pour exprimer sa politique de vote et influencer en général les entreprises. Un autre pilier de cette tentative de démocratiser les entreprises au niveau central et global, c'est un ensemble, un appareil, les organisations multiparties prenantes, l'appareil de gouvernance privée, transnationale, qui vient de peser, prend sa place dans le champ de gouvernance internationale. Ces appareils-là, c'est des petites ONG financées par les États, très souvent, qui essaient de créer un consensus, qui essaient de calmer le conflit, qui essaient de dialoguer avec l'impératif des entreprises pour chercher leur profit. Donc, ils essaient de dialoguer avec la notion de reputational pressure, ou mettre la pression sur l'image des entreprises, créer la compétition entre les entreprises pour les problématiques sociaux. Et ils cherchent une participation active des entreprises, que les entreprises cherchent à gérer eux-mêmes sous la pression de compétition. Donc, ce type d'organisation dialogue plutôt avec les centres au niveau global, les investisseurs, les organisations internationales et les entreprises eux-mêmes, mais les sièges sociaux, pas le champ, pas sur le terrain où l'impact se fait. Donc, globalement, démocratisation est posée comme une problématique globale, ce qui dialogue avec les centres, avec des solutions aussi au niveau global. Donc, l'appareil de gouvernance internationale que j'ai mentionné a quelques attributs. C'est des organisations qui essayent d'impacter le local ou le lieu que l'impact se fait de très loin. Des organisations à Paris, à Londres, ou en Suisse, etc. Donc, ils sont obligés, ils sont dans le projet permanent de quantification et de production des chiffres, des rankings, des scores, des indicateurs, etc. Ils sont très basés sur le savoir, pas sur le processus sur le terrain, mais production de savoir. Ils sont très basés sur production des standards au niveau mondial, des standards de genre un ensemble des listes de comportements voulus qui sont après poussés à travers de rankings, scores, etc. Ils se basent beaucoup sur la politique consensuelle, création de consensus, éviter ou calmer le conflit, dialogue, ce qu'on appelle un terme qui vient de Habermas, deliberative democracy, une démocratie délibérative. Donc, ils ont une attitude un peu mitigée envers tout ce qui est politique conflictuelle. Et ils s'intègrent, comme j'ai dit, dans une attitude basée sur compétition et marché pour gérer leurs problématiques, parce que ces organisations-là n'ont aucune capacité pour sanctionner les entreprises. Et la notion de partie prenante ou démocratisation aussi très souvent, même si on donne une image locale, les enfants de couleur, les communautés locales dans les photos, la partie prenante qui est concrétisée dans les dialogues, c'est plutôt une partie prenante internationale, parce que c'est ces acteurs-là qui sont bien équipés pour dialoguer avec les sièges sociaux, avec les organisations de centre. Ce qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est un cas ou une organisation de ce type, de gouvernance internationale, avec le projet de démocratisation de secteurs extractifs minières au niveau mondial, se recadre une de ces outils pour un projet de démocratisation sur le terrain où l'impact se fait autour des mines.
Donc, c'est un cas pour moi très intéressant. Je ne l'ai pas étudié suffisamment profondément parce que c'est en train de se faire maintenant. Je dois dire que je suis sur l'Assemblée générale de cette organisation. Donc, voilà, c'est important à souligner avant de reste de ma présentation, et aussi responsable de ce projet. Pierre est aussi, je pense, ici présent. J'ai vu ses commentaires. Donc, n'hésite pas d'intervenir avec tes commentaires si je dis des choses pas tout à fait cohérentes sur le projet que tu mènes actuellement. Le projet, il s'appelle Mindsight Assessment Tool. C'est un outil pour aller sur le terrain et essayer de modérer le dialogue entre la communauté autour des mines et les managers qui gèrent les mines. Donc, très loin de démocratisation du centre, c'est social, qui est très intéressant et important aussi, c'est un autre débat complémentaire, mais là, une organisation qui voulait dialoguer avec le centre vient de recadrer un de ces outils pour un dialogue, une politique locale. Un petit commentaire sur le secteur extractif. Donc, nous sommes tous au courant que c'est le secteur d'un point de vue dégâts environnemental, social, problématique de gouvernance à la frontière. C'est très concret leur impact sur la nature, très concret leur impact sur la qualité d'eau, de l'air, sur l'activité d'agriculture et sur l'état économique des communautés autour et des pays dans lesquels ces activités se font. C'est un secteur très divers, un grand nombre d'acteurs au niveau international, bien diversifié au niveau mondial, et aussi beaucoup d'acteurs au niveau national dans tous les pays avec beaucoup de ressources comme Tadjikistan, Kyrgyzstan, Mongolie, beaucoup de grandes entreprises en Chine, etc., qui appartiennent aux États. Donc, d'un point de vue gouvernance, une grande diversité. Donc, c'est un projet central de démocratisation très compliqué à mettre en place, même si cette organisation dont on va parler a essayé de faire ça. C'est un champ réglementaire très complexe, comme tous les champs réglementaires au niveau transnational. Donc, OCDE et UNDP sont deux organisations intergouvernementales très présentes. Il y a un ensemble d'organisations, de ce qu'on appelle des organisations de réglementation privées, des ONG, des organisations multiparties prenantes dedans, donc NRGI, EITI, Pay What You Pay, World Resource Institute. Je peux continuer pendant longtemps, et Pierre pourrait faire ça beaucoup mieux que moi, qui essaye de réglementer ce secteur au niveau de centre, dans un marché réglementaire de ce secteur au niveau international. L'organisation dont on parle aujourd'hui, c'est Responsible Mining Foundation. C'est une fondation basée à Genève, fondée, je pense, plus ou moins vers 2014, avec un projet typique de gouvernance internationale, donc faire une consultation des parties prenantes au niveau international, analyser, définir les exigences sociétales des entreprises dans ce secteur, sur le champ environnemental, social et gouvernance, et analyser le comportement et la politique des entreprises les plus grandes au niveau international, et publier ça pour essayer d'établir des best practices, et aussi pour motiver les entreprises dans ce secteur de se comporter mieux face à ces problématiques-là. Là, l'équipe est en train de travailler sur la troisième version de cet index biannuel. Et c'est un projet qui publie chaque fois un grand rapport, beaucoup de données, beaucoup d'informations pertinentes, mais bien sûr très difficiles à digérer par les parties prenantes locales à cause de sa complexité, l'aspect quantitatif et le langage qui est utilisé. Malgré le fait qu'ils traduisent ça dans beaucoup de langues, ils essayent de rendre ça disponible, accessible localement, mais le langage n'est pas forcément pertinent. C'est une organisation qui dialogue avec les autres organisations de champ que j'ai mentionnées, qui essaient de s'intégrer mieux en mieux comme un centre de données, d'informations et de politique sur ce problématique-là. L'outil dont je voulais parler, c'est Mindsight Assessment Tool, a une naissance intéressante. Donc, c'était un outil qui vient de frustration d'être limité aux données que les entreprises donnent centralement. Donc, cette organisation Responsible Mining Foundation a décidé d'avoir des données des mines directement. On a la même frustration sur le carbone, on a la même frustration sur beaucoup de champs. On ne veut plus dépendre de l'emprise centrale, de l'information centrale de l'emprise. C'est trop flou et trop global. On va vers le champ pour voir ce qui se passe.
Donc, ils ont créé un questionnaire, un appareil de notation pour les mines. Ils ont commencé à publier un rapport sur le comportement au niveau des mines. Mais les données n'étaient pas de très bonne qualité parfois. Et pour beaucoup de mines, il n'y avait pas beaucoup de données. Donc, il y avait l'idée de pourquoi n'essayons pas utiliser les acteurs autour des mines pour faire l'exercice, pour essayer de faire un scoring, de comprendre comment les mines sont en train de se comporter. Depuis 2018-19, à travers de l'engagement avec les parties prenantes sur le terrain, le projet a commencé à changer. Au lieu de se focaliser sur les notes, ils ont commencé à se focaliser sur le rôle de cet outil, une liste des exigences pertinentes des communautés autour des mines envers les managers des mines et les mines. Ils ont commencé à situer cet outil comme un outil de dialogue entre les parties prenantes locales, les travailleurs dans les mines et les mines et les entreprises. Maintenant, ils ont une troisième version de cet outil. J'ai malheureusement cet outil ici graphiquement dans mes diapos, mais on ne peut pas le voir à cause de problèmes techniques. Et maintenant, cet outil est utilisé dans plusieurs mines, Ghana, l'Afrique du Sud, Indonésie, Mongolie, Kirghizistan et République démocratique du Congo. Là, cet outil fait une liste de 15 types de problématiques sur les aspects différents des exigences locales qui parfois sont différentes par rapport à ce que les exigences au niveau international. Ils mettent ça à la disposition des acteurs locaux pour mener le dialogue, pour crédibiliser les exigences, pour pousser les entreprises pour répondre aux problématiques non résolues des communautés autour. Moi, je me focalise maintenant sur une mine à Ponapono, à Ghana. C'est une mine qui appartient à une entreprise pas très grande, avec 70 employés, une entreprise basée à Guinée et Ghana, et qui gère des mines en secteur d'or et d'autres secteurs minières. Il y avait des problèmes historiques autour de qualité d'eau, la pollution d'air et aussi la compensation des agriculteurs autour dont le travail et la vie impactés par l'activité de cette entreprise. Donc, un ONG local au nom de CESIS commence à s'engager avec Responsible Mining Foundation pour utiliser cet outil. Ils ont commencé à l'utiliser vers fin 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Ils ont fait une première réunion avec la communauté. Ils ont essayé d'établir les exigences et les problèmes non résolus de la communauté. Ils ont contacté l'entreprise, c'est la communauté qui contacte l'entreprise, mais ils ont accompagné avec cet outil en essayant, voilà, et l'entreprise ne répond pas. La communauté, avec l'aide de cette ONG locale, ils font une pétition. Ils communiquent ça aux autorités publiques. Et finalement, moi je ne veux pas détailler toutes les étapes, mais ils arrivent après l'entreprise commence à dénier bien sûr que non, toutes ces problématiques mentionnées ne sont pas vraies. Actuellement, ils sont en train de gérer, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais open pit, des sites d'exploitation qui ont laissé ouverts, qui sont dangereux pour les gens autour. Et le problème de compensation aussi des agriculteurs. Donc, on commence à avoir des réponses. Là, je parle d'un programme de démondialisation du mondial. Ça veut dire comment on peut... C'est un projet qui montre les aspects différents quand une organisation mondiale ou globale essaie de se recadrer pour une utilisation et pertinence pour une démocratisation locale. Première dimension, c'est déquantification. Des organisations qui font gouvernance internationale sont obsédées par les chiffres parce que leurs leurs utilisateurs des données ont besoin de comparer comme les investisseurs, comme les organisations internationales. Dans mes discussions avec Pierre, ce qu'il a mentionné, c'est qu'ils ont vu qu'ils voulaient faire une notation, mais ils ont vu que pour les acteurs locaux, ce n'est pas pertinent la comparaison. Ce n'est pas ça qui compte et les chiffres ne sont pas nécessaires. Donc, ils ont enlevé cette dimension de notation, ils ont laissé juste yes or no, oui ou non pour chaque point. Ils ont décidé de ne pas accumuler des données, il faut laisser l'outil au service de la communauté. Ils ont arrêté d'insister sur l'aspect compétitif des entreprises. Au lieu de ça, ils ont essayé de voir, au lieu de dialoguer avec des acteurs ou l'agencement de l'entreprise au niveau mondial, ils ont essayé de dialoguer avec les mines comme un site politique au niveau de l'impact local.
Deuxième dimension, c'est déstandardisation. Donc, standardisation, c'est une tendance, un programme typique de gouvernance internationale, créer des listes des standards des exigences. Là, ils ont dit que Pierre me disait, et j'ai vu dans les rapports faits sur le projet, qu'ils ont essayé de rendre flexibles les dimensions des exigences pour que les acteurs locaux peuvent reformuler les choses. Donc, il y a des choses qui émergeaient dans cette mine, par exemple l'aspect compensation des agriculteurs qui n'étaient pas dans la liste de Responsible Mining Foundation, ils sont émergés de champs locaux. Troisième, c'est simplification. Donc, arrêter avec les ranking score, limiter la taille de documents pour que ça puisse être utilisé dans les réunions, pour que ça puisse être lu pour les gens qui ne lisent pas dans la langue officielle de leur pays. Et donc, simplification par rapport aux outils typiques de gouvernance internationale, c'est une autre dimension. Troisième dimension, c'est passer d'un discours de consensus à une politique pacifique totale, permettre les communautés locales d'utiliser l'outil aussi, parfois dans une politique agonistique. Dans ce cas, faire une pétition, mettre la pression de l'extérieur, un peu de coercion pour que l'entreprise s'engage. Donc, ça dépasse beaucoup ce qui est légitime actuellement dans Global Governance, qui est très consensuel et basé sur une politique participative et pacifique envers les entreprises. Donc là, on laisse le champ local mobiliser l'outil de façon diverse pour s'engager avec l'entreprise. Et finalement, passer d'une notion d'une idéal de Global Centers of Calculation to Translocal Networks and Flows. Ça veut dire, au lieu d'être un acteur dans le champ des organisations de calcul, d'utilisation des calculs, de production des calculs au niveau mondial, vers une organisation qui essaie de faciliter un translocal networks and flows, communication entre les acteurs locaux. Donc, ils ont arrêté, par exemple, d'établir des best practices, quel mine un exemple à répliquer. Au lieu de ça, créer des liens entre les mines pour échange de savoir et des expériences. Donc, dans l'ensemble, je voudrais faire un résumé d'un programme de décolonisation de global governance, de globality. Un bousculement vers translocalism. Donc, décommensuration, déquantification, déstandardisation, simplification, de consensus vers une politique localisée, contextualisée, qui implique aussi des éléments agonistiques, de competition envers accountability, de best practices envers sharing stories, de création des centres de calcul au niveau mondial envers création et facilitation des réseaux translocal. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Achim. Parfaitement dans le temps. Donc, nous enchaînons avec Sandrine et Karine avant la discussion finale. Bien, merci beaucoup. Alors, nous, on va être sur une approche beaucoup plus micro de ces questions-là, puisque, comme on l'a indiqué dans le titre de notre présentation, on va être sur une étude de cas, avec la question quel impact d'une gouvernance, alors entre guillemets, mais vous allez comprendre pourquoi, holacratique sur la démocratie au travail, étude de cas d'une coopérative de commerce alimentaire biologique. Alors ici, en fait, je dis on va descendre d'un cran à la fois parce que c'est une étude de cas et aussi parce qu'on va se situer moins finalement sur la gouvernance en termes de parties prenantes, même si on s'intéresse dans ce cas à une coopérative et on verra que cette question du passage à l'holacratie, enfin le statut coopératif n'a pas été totalement anodin dans l'histoire, mais plutôt finalement à la question du gouvernement, si on pourrait dire, dans cette entreprise et de quelle manière en fait cette introduction de l'holacratie a pu avoir des effets, a pu entraîner la mise en avant de cette question de la démocratie au travail. Alors pour vous préciser, on a commencé à travailler sur l'introduction de l'holacratie dans une entreprise à partir d'une question plus générale de l'introduction d'une méthode de management de libération en fait d'entreprise en se demandant d'un point de vue politique quelle était la nature dans les entreprises libérées et la nature et la répartition du pouvoir dans les entreprises libérées. D'un point de vue plus organisationnel, quels sont du coup les modes de gouvernance
et de gouvernement, en fait, la variété des actes organisationnels qui sont entraînés par la production de ces mouvements, de ces méthodes de libération, et puis aussi une dimension plus sociale qui était d'étudier la réalité des pratiques, des expériences vécues et des modalités d'appropriation par les salariés de ces expériences donc de libération. Alors, on a conduit une recherche comparative sur 2 entreprises du territoire rennais, puisque nous, on travaille en France et en Bretagne, et 2 entreprises qui sont de taille comparable, mais qui sont dans des secteurs et qui ont des structures juridiques différentes, puisque on a étudié une coopérative de commerce et de restauration biologique qu'on a appelée pour l'étude COP Manger Bio, et un établissement public à intérêt de caractère et d'intérêt commercial qui est un bailleur social qu'on a appelé Nouvel Habitat. Alors ici, on va se centrer sur la coopérative de commerce qui s'appelle COP Manger Bio, qui est récemment passée d'une coopérative de consommateurs à une SCIC depuis le mois de juin. Là. Karine, Karine, excusez-moi, je vous interromps un instant parce qu'effectivement, il y a un problème du son. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, c'est très mécanique. Je pense qu'il faut désactiver, réactiver le micro. Ah, ok. Parce que... Ah, alors je vais essayer de le faire, désolé. Karine, est-ce que vous pouvez essayer avec des écouteurs éventuellement si vous en avez? Eh ben, je ne suis pas sûre d'en avoir. Je vais essayer ça, désolé. Je suis à la fac là et ça ne marche pas forcément toujours très bien. Alors attendez une seconde. Hop, hop, hop. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ça grésille. Essayez encore. Est-ce que vous... Non, comme ça, c'est mieux? C'est pareil. Voire pire. Bon. Je suis désolée, j'ai pas d'autres solutions. Roche, parce que tout à l'heure, on discutait tranquillement, pas sans problème avec vous. Je pense à un nouveau problème. Pourquoi vous ne rechargez pas la page ou un truc comme ça? Parce que ce n'est pas un problème de microphone, parce que tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Vous m'entendez bien ou pas là? Non, pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Parce que tout à l'heure, effectivement, ça fonctionnait. Donc, sinon, Karine, je prends la présentation comme tu veux. Si c'est... Là, on ne t'entend plus. Ouais. Non, Karine, on ne vous entend plus. Ça serait peut-être une bonne idée. C'est dommage parce que ça aurait été sympa de vous entendre les deux, mais effectivement, ça risque de compromettre un peu la qualité de la communication. Enfin, on a vraiment du mal à comprendre, effectivement. Je prends la suite, Karine. Là, on ne t'entend plus du tout. Tu n'as plus de micro. Ouais. Oui, je pense qu'il faut avancer comme ça. Ouais, ok. Désolé. Bah, à ce moment-là, j'y vais. Donc, Karine était en train d'expliquer un petit peu cette coopérative de consommateurs là, qui effectivement a adopté l'holacratie en 2015, donc il y a 5 ans. On va voir un peu par la suite quelles sont les caractéristiques de ce système de management que tout le monde ne connaît peut-être pas ici. Je pense que je vais passer sur les éléments de méthode, de constitution d'échantillons, etc. Voilà, pour aller donc directement. Donc l'idée de cette présentation, c'est à la fois de vous présenter un peu les fonctionnements et les principes de l'holacratie, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir si finalement ce système de management qui se veut rompre avec cette dimension pyramidale du pouvoir et du management, finalement produit des espaces démocratiques au sein de la coopérative, et si oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même des limites à cette démocratie? Donc, alors je ne vais pas revenir sur l'origine américaine de l'holacratie, etc., mais plutôt vous présenter un peu les principaux éléments de l'holacratie. Donc, tout ce système de management, en fait, est soumis à une constitution qui va clarifier toutes les règles et le fonctionnement de la structure holacratique. Donc, la subordination des salariés, elle est à la Constitution. Donc,
l'organisation, en fait, est structurée en cercles qui sont tous finalement interdépendants, des cercles supérieurs, des cercles, et qui s'organisent finalement entre eux pour produire leur propre gouvernance. Alors dans cette coopérative de consommateurs, il y a des cercles de magasins, il y a des cercles de restaurants, puisqu'il y a plusieurs sites, et puis il y a des cercles plus des fonctions support. Chaque salarié, en fait, n'a plus de fiche de poste classique comme dans toute entreprise, mais elle a chaque salarié a des rôles. Ça peut aller jusqu'à une quinzaine, une vingtaine de rôles et des redevabilités. Et finalement, chaque rôle va poursuivre une raison d'être qui va guider ses actes et ses missions professionnelles. Voilà, donc des cercles, à l'intérieur de ces cercles, des rôles, et puis à l'intérieur des cercles, des rôles un peu spécifiques voilà, d'un leader de cercle qui va finalement organiser le travail, les plannings, qui est la personne un peu référente finalement des autres rôles, un facilitateur qui va animer les réunions du cercle, un secrétaire qui va prendre des notes, etc. Et c'est important pour la suite en fait de notre propos. Donc les cercles tous les 15 jours ou 3 semaines vont mettre en œuvre des réunions. Donc une réunion qu'on appelle une réunion de triage, qui est une réunion plutôt sur les questions opérationnelles de fonctionnement du cercle, et puis une réunion de gouvernance qui est plus là de l'ordre de la stratégie, mais toujours à l'intérieur de ce cercle. Donc voilà, pour faire simple. Et puis il y a un logiciel qui se veut rendre transparente toutes les actions en fait de l'holacratie. Voilà, tout le monde a accès à ce logiciel et prend part, prend connaissance des comptes rendus de réunion, etc. Voilà, donc pour résumer les grands principes en fait théoriques de l'holacratie, c'est que les salariés doivent être autonomes, créatifs dans leur travail, et qu'on leur fait confiance dans ce qu'ils mettent en œuvre. Il y a un deuxième principe fort qui est le principe de subsidiarité. Dans l'holacratie, en fait, c'est un principe d'expertise des salariés. C'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Voilà, donc on a une délégation très forte. Et voilà, donc cette holacratie, on peut se poser la question de est-ce que finalement, sur ces principes d'autonomie, de participation, etc., est-ce que ça va convoquer une forme de fonctionnement démocratique dans l'entreprise. Alors, cette question de la démocratie, elle est pas très intégrée, en tout cas au discours des dirigeants de cette coopérative. Et pourtant, on retrouve dans leurs propos, aussi bien en 2015 notamment, finalement les principaux ressorts de la démocratie, mais sans le dire. Donc on a relevé. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de présentation en diaporama, puisqu'on a beaucoup de citations que je vais tâcher de retranscrire le mieux possible. Mais en tout cas, on retrouve dans le discours la question de finalement aujourd'hui, en 2015, le directoire prenait sa dernière décision autocratique en mettant en place une organisation qui replace l'humain au cœur de l'organisation du travail. L'organisation était devenue totalement obsolète, très pyramidale, avec des chefs et des personnes qui exécutent. Et l'holacratie, elle va permettre de redistribuer les rôles à chacun. Voilà. Et le directoire, en fait, accepte de perdre un pouvoir sur ces personnes. Donc, dans le discours en 2015, on trouve des éléments qui s'apparentent vraiment à une mise en œuvre, en fait, d'une plus grande démocratie au sein de l'entreprise. Et pourtant, en 2020, quand on abordait la question avec eux, les dirigeants se défendent complètement d'adopter une quelconque démocratie au sein de leur entreprise. C'est ce qui était assez étonnant, en disant l'holacratie, non, c'est absolument pas la démocratie. Ça va pas ensemble. En fait, comme c'est le rôle qui est reconnu comme l'expert qui prend la décision, on ne s'occupe pas finalement de l'expression des autres et de l'opinion finalement des autres. C'est le principe de subsidiarité.
qui prévaut et voilà. Et donc, voilà, parce que, leur conception est finalement une conception de la démocratie très classique dans le domaine politique, de démocratie représentative, où c'est la majorité qui décide. Et ici, c'est pas la majorité, c'est l'expert qui décide. Donc, voilà, un discours qui remet complètement en question, alors que pourtant, dans une structure notamment de l'économie sociale et solidaire, parler de démocratie, c'est plutôt, ça va plutôt de soi. Voilà. Mais on s'est quand même demandé, du coup, c'est sur cette espèce de contradiction entre ce qu'on observait dans les propos des dirigeants. On s'est demandé où pouvaient être les espaces de construction démocratique dans une coopérative qui a abordé, mis en place un système de management holacratique. Et alors, on a un peu transféré des concepts de la science politique dans le champ de l'entreprise en se disant que finalement, ce que nous donnait à voir l'entreprise sur la démocratie, c'était essentiellement du ressort de la démocratie participative, c'est-à-dire la mise en place de dispositifs qui sont susceptibles finalement d'élargir et d'encourager la participation à la prise de décision, couplée finalement à une forme de démocratie délibérative qui renvoie là au fait que finalement la légitimité d'une décision va reposer en fait sur l'existence d'une discussion préalable finalement, et à laquelle en fait devraient participer tous ceux que la décision concerne. Voilà, donc démocratie participative, délibérative, ça nous semblait un cadre assez intéressant pour étudier les espaces de construction démocratique au sein de cette entreprise. Et effectivement, donc on a un peu observé tout ce qui pouvait faire démocratie. Et notamment pour nous cette question d'avoir toute autorité dans son rôle et d'expertise finalement, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. Finalement, ça nous permet d'avoir une redistribution du pouvoir opérationnel dans la structure. Hein, on parle bien de la question de l'opérationnel et pas du stratégique. Et donc ça donne finalement aux salariés un pouvoir de mise en œuvre finalement des choses selon son expertise métier. Donc ça, l'autorité dans son rôle est un premier point qui renvoie complètement à la question de la démocratie participative. Un deuxième, c'est que le système holacratique en fait fonctionne sous forme d'expression des tensions des salariés. Donc les fameuses réunions de triage là opérationnelles permettent finalement aux salariés de remonter toutes les tensions qui sont pas forcément des tensions d'ailleurs toujours négatives, mais ce qu'ils ressentent dans leur travail au quotidien. Et donc finalement cette expression des tensions va permettre la mise en œuvre a priori d'un changement à travers la réalisation de projets. À chaque tension va correspondre à un projet dont quelqu'un s'empare et qui va devoir résoudre pour finalement que le salarié se trouve satisfait dans la prise en charge de sa tension. Donc voilà, un canal d'expression assez fort du salarié. Ce qui peut aussi faire espace de construction démocratique, c'est la façon dont se prennent les décisions au sein des réunions de gouvernance, là, qui sont plus sur la stratégie du cercle. Là, on n'est pas sur la stratégie globale de la coopérative, mais bien la stratégie de chaque cercle, où dans ces réunions de gouvernance, les décisions se prennent selon un processus un peu particulier qui s'appelle la prise de décision intégrative, où un salarié fait une proposition de changement de politique, ce qui donne lieu à un tour de réaction, d'observation. La proposition peut être changée. Ensuite, il y a un tour d'objection. Donc, les salariés peuvent effectivement s'objecter à la proposition qui est faite. Donc, ça permet finalement, contrairement à la prise de décision à la majorité, de faire en sorte que les gens les salariés puissent s'exprimer, délibérer, et ensuite que la décision qui est prise, a priori, convienne
aux personnes qui sont présentes, aux membres du cercle. Donc ça, c'est ce qui concerne vraiment voilà, la question holacratique. Il y a d'autres éléments, mais je reviendrai pas dessus, qui effectivement montrent qu'il y a la mise en place de choses qui peuvent s'apparenter aussi à une démocratie, des groupes de travail participatifs, des réunions collectives, etc. Donc voilà, a priori, il existe donc des espaces de construction démocratique. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il existe aussi un certain nombre de limites à cet exercice démocratique. Donc là encore, c'est des concepts qui ont été soulevés plutôt dans la sphère politique, mais qui nous semblent intéressants. Cette question de finalement du dilemme de l'égalité. Est-ce que ces cercles ou de l'holacratie est un lieu vraiment d'intégration des salariés, ou est-ce qu'elle ne fabrique pas aussi de l'exclusion par rapport à des salariés qui n'auraient pas l'aisance pour prendre la parole, etc. Et on se rend compte quand on écoute les salariés, on a fait une vingtaine d'entretiens auprès de salariés de tout type, que finalement le vocabulaire de l'holacratie est extrêmement complexe à maîtriser, que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas des formations poussées et qui du coup ont du mal à adopter ce vocabulaire, et surtout on se rend compte aussi du pouvoir qui est laissé finalement aux mains de ceux qui maîtrisent les rouages de l'holacratie et qui vont finalement à travers cette maîtrise faire accepter des choses que les autres salariés qui sont plus finalement plus distants de tout le vocabulaire vont finalement se voir en quelque sorte imposer. Donc, dilemme de l'égalité. Puis, il y a aussi des blocages qui sont complètement inhérents finalement à ces procédures holacratiques, notamment, et qui découragent beaucoup les salariés dans la participation à la décision aussi. C'est toute la lenteur dans la prise en charge des tensions. Je vous disais, chaque tension donne lieu à un projet. Et le projet, il est pris en charge par une personne et après, ça redescend au niveau du salarié. Et finalement, on se rend compte que selon le fait que la personne mette le projet en priorité dans son agenda ou non, ça a des répercussions. Et il y a un certain découragement d'un certain nombre de salariés qui disent de toute façon, il y a une forme d'immobilisme, c'est très compliqué de faire bouger les choses. Et puis cette question, je soulevais des espaces délibératifs dans les réunions. Alors, la délibération est soumise quand même à certaines règles holacratiques, comme on peut s'objecter simplement si finalement on va être impacté dans son rôle par la décision qui va être prise, donc ça limite les capacités d'objection. Et surtout, on n'a pas le droit d'anticiper. En holacratie, on n'anticipe pas sur ce qui peut potentiellement se passer. On expérimente. Donc, effectivement, ça limite aussi le périmètre de la délibération. Et je vais terminer là-dessus. Voilà, ce qu'on observe aussi, c'est un dilemme assez fort de la décision. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une posture une forme de leurre démocratique, ou est-ce qu'on est véritablement dans un partage des responsabilités? Et finalement, on se rend compte en écoutant les salariés qu'il y a une ligne très flou de partage du pouvoir opérationnel. Là, je parle même pas du pouvoir stratégique, c'est le pouvoir opérationnel finalement des salariés qui disent nous on en soumet des idées, on en propose, etc. Et en face finalement, le directoire a finalement toujours le dernier mot sur des propositions qui sont même de l'ordre de notre expertise métier parfois dans certains cas. Donc voilà. Et plus globalement en fait, cette étude elle nous a permis de nous rendre compte que donc, certes, il y a des espaces de participation limités avec des contraintes qui sont posées aux salariés, mais quand on les interroge sur est-ce que vous aimeriez finalement participer plus largement aux décisions, on se rend compte que la majorité des salariés se positionnent plutôt en disant non, on n'a pas forcément l'expertise, on n'a pas forcément l'envie finalement d'être dans une démocratie plus large. Donc voilà, ça nous a questionné un peu sur aussi cette question de la démocratie qu'on souhaite évidemment dans les entreprises. Voilà, je m'arrête là. Je suis peut-être un peu débordée, désolée. Non, pas du tout, merci. De toute façon, il y avait eu cette petite minute qui avait été perdue pour des questions techniques. Okay.
Donc, nous avons un peu plus, enfin, en gros, 25 minutes pour des questions et des réponses. Il y a déjà des questions qui ont été posées sur le chat. Je propose qu'on commence par là. Il y avait d'abord celle de Pierre de Pasquale qui s'adressait à Nicolas sur la question de la démocratisation des aspects sociaux, qu'il disait être incontournable, alors que Nicolas avait dit quelque chose sur le fait que le Est ne peut pas être démocratisé. Nicolas, vous voulez en dire un peu davantage? Alors, la question sur n'est-ce pas réducteur de dire que la lettre S ne peut pas être démocratisée? En fait, c'est pas ce que j'ai dit, ou je me suis mal exprimé peut-être, mais ce que j'ai dit, c'est qu'actuellement, dans les grilles de lecture utilisées par les acteurs de la finance durable, hein, donc qui reposent sur ces 3 dimensions ESG, dans la dimension S, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur les questions de démocratie au travail. C'est ça mon point, en fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir des choses sur les questions de démocratie au travail? Ma réponse est oui. donc, la lettre S, aujourd'hui, elle n'intègre pas vraiment ces dimensions, mais je pense qu'elle pourrait tout à fait les intégrer, hein, au travers de certaines des pratiques managériales qu'on a évoquées, qui pourraient tout à fait faire l'objet d'évaluation, de partage, de notation, etc. Est-ce que vous aurez une explication du pourquoi finalement cela ne s'est pas fait? Parce qu'on pense à des systèmes de certification là, comme la Big Corporation ou the Economy for the Common Good, qui finalement sont pas forcément très centrés, seulement en partie sur des questions de finances. La question de la démocratisation du S, en fait, elle est même assez structurée d'un point de vue des protocoles, des critères, d'indicateurs, d'accountability. Est-ce que c'est une question de culture du domaine financier qui finalement a plutôt tendance à regarder d'autres choses? Est-ce que, je pense que c'est beaucoup une question de modèles mentaux. Quand on interroge les financiers classiques, c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, ils ne faisaient pas du tout le lien, ou de façon très, très marginale, entre les questions de qualité de l'organisation sociale, de performance sociale au sens large, et les questions de performance financière. Et donc, comme historiquement, les acteurs de la finance s'intéressaient plutôt aux questions de risque et de rentabilité, ces variables de management d'organisation étaient très largement en dehors de leur spectre. Elles sont en train d'y arriver. Il y a eu quelques travaux assez intéressants qui ont montré, par exemple, le lien entre des questions comme le bien-être au travail et la performance actionnariale. C'est des choses qu'aujourd'hui on relie assez naturellement, mais qui pendant longtemps, pour la plupart des financiers, étaient des choses complètement déconnectées. Et il y avait des travaux d'ailleurs qui montraient que quand ces informations sortaient sur beaucoup d'entreprises, en fait, les acteurs financiers ne les voyaient pas. Alors que normalement, si les marchés fonctionnent, c'est le type de signaux qu'ils devraient capter pour modifier leurs décisions, mais pendant longtemps, ils ne les voyaient pas. Ils ne voyaient pas ces décisions parce qu'ils ne les connectaient pas à leurs enjeux financiers classiques. Ça change avec un certain nombre d'acteurs de la finance durable qui commencent à ouvrir un peu le moteur et à se dire peut-être que sur des variables… Alors, ils l'ont fait sur l'environnement, ils sont en train de le faire sur des variables environnementales. Sur les variables sociales, il y a encore pas mal de travail à réaliser. Donc, ce n'est pas du tout impossible, mais c'est un travail qui reste largement à faire, je pense. Est-ce que je pourrais… Absolument. Oui. Et juste pour ajouter un petit point, c'est que, parce que j'étais analyste extra-financier à une époque, il y a 10, 15 ans. Donc, en France, où la version européenne plutôt, surtout Europe latine, on peut dire, de finances responsables, comme Nicolas a dit, c'est beaucoup basé sur intégration au best-in-class, une notion de profit. On cherche dans la problématique socio-environnementaux, gérer les risques ou atteindre dans le long terme un profit. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est augmenter le contrôle. Ça veut dire que comment, dans la notion de good governance, ou de la bonne gouvernance, tout est basé sur augmenter le contrôle des entreprises par les investisseurs. Donc, je pense que dans cette notion de démocratisation des entreprises, ils sont en train de chercher des corrélations avec le profit, mais c'est un lien assez mitigé. Donc là, le lien est un peu problématique. Et deuxièmement, ça va contre l'idée de contrôle, parce que l'investisseur cherche à contrôler, augmenter sa voix dans les entreprises. Donc, augmenter la voix des parties prenantes dans l'entreprise, ça peut être à l'opposé de l'agenda global de n'importe quel investisseur. Donc, je voulais juste insister sur cet aspect contrôle aussi qui empêche plus l'attention à la démocratisation de S. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il semble y être une sorte de décalage entre, disons, la communauté scientifique et la communauté financière sur l'interprétation de qu'est-ce que S veut dire. C'est un peu ça aussi. Donc, c'est pas… Enfin, OK.
Il y a un gros décalage, il y a un vrai problème, alors que je n'ai pas du tout évoqué, mais de qualité des données, qu'on retrouve aussi sur les thématiques environnementales. Il y a certaines données sur lesquelles, certaines dimensions sur lesquelles les données existent depuis longtemps. Par exemple, en France, dans le bilan social, il y a depuis longtemps pas mal d'informations sur les taux de fréquence, les questions d'accidents au travail, mais c'est vraiment une petite partie du sujet. Et il y a beaucoup de paramètres, notamment sur le management, pour lesquels les investisseurs et les acteurs financiers classiques sont assez désarmés. Ils savent pas comment regarder le truc, quoi. Ils sont embêtés. Donc, j'ai vu qu'il y avait un point dans le chat sur un point de Philippe Lorineau en disant il y a des approches top-down et puis des approches plus en partant de la base. Est-ce qu'il ne faut pas connecter les deux? Si, je pense que c'est un enjeu majeur, c'est de réussir à connecter les deux. Dans les visions très orientées, effectivement, contrôle, analyse des risques et rentabilité que décrivait Afshin avec des points de vue d'analyste, on a une vision quand même qui est très, très éloignée du terrain, quoi. Mais à contrario, ceux qui ont une vision pratique fine de ce qui ne marche pas sur le terrain, ce qui permet d'engager ou pas les acteurs, ont aussi un certain mal à le faire remonter vers la gouvernance. Donc, ça marche dans les deux sens, quoi. Et Philippe, il avait une autre question sur le chat qui portait par contre sur l'holacratie, donc la troisième communication. Est-ce que ça a un impact sur la gouvernance au sens classique du terme, orientation stratégique, positionnement dans le contexte sociopolitique global? Donc, est-ce que ça... Je ne sais pas si vous m'entendez mieux, du coup, depuis que je me suis déconnectée. Ah, oui. Dommage. Désolée pour le contretemps tout à l'heure. Il a fallu tout simplement se déconnecter. Je peux tenter de répondre. C'est clair que quand la coopérative qu'on a étudiée a introduit l'holacratie, il y avait l'idée que ça correspondait déjà au mode de gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire à sa forme coopérative, et que ça permettait aussi de correspondre à l'intégration dans le secteur de l'économie sociale et solidaire auquel appartient cette coopérative, et qu'il y avait une espèce d'adéquation entre l'introduction de cette méthode plus de gouvernement, en effet, ou même de management, et également son environnement, son positionnement, etc. Après, sur le fonctionnement même de l'holacratie, et Sandrine, tu pourras compléter également, il y a vraiment des cercles et des réunions qui ont des fonctions différentes. Et on voit très bien que le système holacratique fait que ce qu'on appelle les réunions de gouvernance ne réunissent qu'un certain nombre d'acteurs de l'entreprise, et que c'est malgré tout le directoire qui fixe les orientations stratégiques. Finalement, ça reste à un niveau assez fonctionnel, l'organisation holacratique. Oui, aussi rajouter, c'est effectivement dans les structures de l'ESS, on parle, un des principes de base, c'est la gouvernance démocratique. Et la gouvernance démocratique, dans une coopérative de consommateurs, en fait, elle renvoie au pouvoir, la question de la propriété, et donc au pouvoir des consommateurs. Et au sein de cette coopérative alimentaire, effectivement, c'est le directoire qui prend les décisions avec un conseil de surveillance, qui est composé de consommateurs, sociétaires, et donc toute la dimension stratégique, elle reste aux mains finalement directoire, appuyé avec l'appui du conseil de surveillance. Mais et finalement ça reste, l'holacratie reste un système un système de management qui remonte pas jusqu'à la prise, jusqu'au pouvoir stratégique. Moi, j'avais une autre question, toujours pour Sandrine et Karine, parce que je pense que là aussi, on voit très bien ce que Philippe disait tout à l'heure sur la question de réconcilier un peu les approches top-down et bottom-up. Mais là, d'un point de vue de la démocratisation vue au niveau de la gouvernance et de l'organisation du travail, parce que vous avez justement évoqué le fait que l'holacratie implique aussi une manière différente d'organiser le travail. C'est une question que vous n'avez pas abordée dans votre présentation. Mais je me demandais si c'est que vous disiez tout à l'heure à propos de ce qu'on pourrait appeler cette fatigue démocratique des travailleurs qui disent qu'ils voudraient participer moins plutôt que plus. Alors, vous avez dit clairement que ça concerne la question plus de gouvernance, donc les réunions, les questions, se mettre d'accord, discuter. Mais est-ce qu'il y aurait le même type de fatigue, si on va l'appeler comme ça, sur la démocratisation de l'organisation du travail, donc la manière de créer des groupes de travaux? Est-ce qu'on voit le même phénomène ou pas du tout?
Je vais bien essayer de répondre à ça. C'est qu'effectivement, les salariés ont l'impression un peu d'être parfois sursollicités sur cette question de la participation. C'est qu'il y en a qui se découragent, qui ont plus envie d'aller en réunion, qu'elle soit de triage, de gouvernance. Voilà, on sent parce que finalement, ils sont dans leur expertise métier et bon, ils sont dans la question opérationnelle et c'est pas forcément, ça les intéresse pas forcément. Après, la coopérative essaie de mettre en place des groupes collectifs représentatifs à la fois des magasins, des restaurants, voilà, sur la question des revues appréciatives, remplacer un entretien annuel par la revue appréciative, la question des augmentations de salaire. Et voilà, il y a un certain nombre de salariés qui finalement vont quand même contribuer au changement dans les processus organisationnels du travail. Après, on n'a pas tellement étudié ces groupes, on ne sait pas si c'est toujours les mêmes personnes qui participent, etc. Et si même il y a ce souci de représentativité, est-ce qu'il est vraiment bien respecté? Voilà, mais effectivement, il y a la tentative, en tout cas de la coopérative, de créer des espaces de participation dans lesquels les salariés s'engouffrent plus ou moins. Je ne sais pas si Karine, tu veux... Ouais, après, moi, je voudrais peut-être réagir sur des questions d'emploi, du coup, qui n'ont pas du tout été abordées précédemment, mais qui comptent aussi pour la question de la participation. C'est que, effectivement, ces espaces sont mis en place, et ça a été abordé pendant la présentation. Il y a l'idée que, voilà, il y a une sursollicitation, tout le monde n'est pas nécessairement équipé, n'a pas non plus envie d'y participer, mais cette participation, elle suppose aussi une certaine stabilité, en fait, des gens qui sont là. Or, quand on observe, on est ici face à une entreprise qui a énormément grossi au cours des 5-6 dernières années. Pour l'autre entreprise qu'on étudie, c'est la même chose. Et on voit bien que l'intégration de nouveaux salariés ou le turnover, en fait, des salariés a aussi des effets très forts sur la participation des salariés, sur, du coup, l'organisation de la démocratie. Et cette question de la démocratie au travail, elle est sans doute aussi à articuler avec la question de comment on fait pour gérer un collectif, pas forcément de grande taille, mais qui se renouvelle très fréquemment et très régulièrement. Et je pense que là, cette question de comment on participe, on prend part à cette démocratie au travail, elle peut aussi, elle peut notamment se penser avec cette question tout simplement la gestion de la main-d'œuvre, quoi, et des emplois. Alors, il y a une question de Camille Bouillet. Bonjour, la mise en place de l'holacratie a-t-elle vraiment bousculé l'organigramme ou a-t-on retrouvé les anciens managers au rôle du premier ou deuxième lien? Alors, ça, c'est intéressant parce que justement, l'idée, c'était de bouleverser l'organigramme. Et d'ailleurs, ça le change formellement parce qu'on ne parle plus du tout de service, on parle de cercle. Chaque cercle a sa raison d'être. Et dans le vocabulaire holacratique, au départ, il n'y a plus de manager. C'est vraiment une notion qui a été bannie, y compris dans le vocabulaire. Et on voit qu'en fait, certains réflexes et certains fonctionnements, d'ailleurs, de magasins ou de restaurants sont demeurés. Et puis que la question du rôle des managers s'est posée pour des questions d'arbitrage de conflits, par exemple, mais aussi tout simplement pour des questions de reconnaissance au travail. Ça nous a été évoqué par les entretiens. Et du coup, depuis 1 an, a été introduite une fonction qui n'existe pas en principe dans l'holacratie, mais qui a été introduite dans l'entreprise qu'on a observée, qui s'appelle les leaders de cercle. Et en fait, les premiers liens ont été transformés en leaders de cercle et on a réintroduit ce terme. On n'a pas dit manager, mais on parle de leader de cercle. Mais c'est un rôle qui est élu par les membres du cercle ou imposé par en haut? Non, les leaders de cercle sont nommés. Nommés, ok. Ouais, les autres rôles un peu clés sont par contre élus par un processus d'élection sans candidat, ce qui est aussi assez intéressant par les membres du cercle. Ouais. D'accord. Il y a une autre question de Delphine Penvert. J'ai constaté que l'enjeu est tout autant ou avant tout culturel que structurel. Qu'en pensez-vous? Fonctionnement très participatif comme l'holacratie.
Bah, en tout cas, je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre derrière culturel, mais c'est clair que quand on discute, notamment avec les membres du directoire, et qu'on montre, enfin qu'on discute des limites, hein, des petites frictions qu'il y a dans l'introduction de ce système, on nous fait beaucoup part du fait que y en a certains qui ont l'état d'esprit pour le faire, et d'autres un peu moins. Et c'est sûr que c'est une manière d'impulser des. Alors, on a eu lors d'une réunion, d'une restitution qu'on avait faite, une question sur les modes d'être en fait en holacratie, des manières d'être au travail plus généralement, qui semblaient être nécessaires pour pouvoir se développer, s'épanouir dans un contexte holacratique. Alors, on n'a pas vraiment creusé cette question-là, mais c'est sûr que cette notion de manière d'être, en tout cas, si ce n'est de culture, c'est quelque chose qui est ressorti. Et puis, il y avait un commentaire de Philippe, c'est plutôt un commentaire qu'une question, qui disait « On parle beaucoup des salariés et des communautés locales, tout sensibles à la défense de l'emploi, mais démocratiser la gouvernance, ça implique d'autres parties. » On fait référence à sortir des énergies fossiles, et donc, du coup, au fait effectivement d'élargir un peu la liste des parties prenantes. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir là-dessus. Je ne sais pas adresser à quelqu'un en particulier. C'est une remarque là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un des sujets. Alors, je vais revenir sur la vision peut-être top-down, mais c'est typiquement sur les énergies, c'est un des sujets qu'on va faire émerger dans les questions de gouvernance en regardant la performance environnementale, hein, si on prend les énergies fossiles, les gaz à effet de serre. Donc, c'est des sujets qui reviennent. Donc, il y a des dimensions d'autres parties qu'on arrive via la finance durable à mieux prendre en compte. Il y en a d'autres pour lesquelles on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Hein. La nature, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de questions de biodiversité. On sait que ça correspond à un vrai enjeu, même strictement économique, hein, sur des filières entières. On a beaucoup de mal à faire prendre en compte les effets sur la nature que peut avoir une entreprise dans sa gouvernance, quoi. Simplement parce qu'on revient aussi, alors plusieurs variables, mais notamment on revient aussi à des problèmes d'évaluation et de mesure. Et j'entendais bien le point d'Afshin sur le cas de la mine, où effectivement on a plutôt intérêt régulièrement à simplifier, à ramener le débat sur l'essentiel, mais il y a quand même des situations pour lesquelles il faut quand même absolument réussir à mettre quelques métriques, sinon on n'arrive pas à organiser le dialogue. Il faut organiser le dialogue autour de quelque chose, et il y a des variables externes comme la nature aujourd'hui, hein, pour faire simple, qu'on n'arrive pas à intégrer, quoi. Beaucoup de difficultés. Ouais. Moi, j'ai une question pour Afshin. Je n'ai pas très bien compris comment, dans la diversité aussi disons, des pratiques des sites, étant donné que votre terrain, ça couvre un peu différents continents, dans l'adressage des listes de questions qui sont un peu prises en considération, quel sujet qui est convoqué pour donner son point de vue? Est-ce qu'il y a, même par rapport à cette question de colonisation que vous posiez à la fin, est-ce que il y a une sorte de décodage de quelles sont les parties prenantes qui seraient impliquées, ou ça dépend des contextes, c'est soumis à la variation culturelle? Merci. Donc, vous avez raison, parce que les contextes sont divers. C'est la difficulté quand on s'approche de points d'impact. On s'éloigne d'un portefeuille d'investissement ou d'un site de gouvernance. On va sur le terrain des milliards de mines, chacun a cette dynamique politique très différente. Donc, ce que j'ai cru comprendre dans mes discussions avec la Fondation, c'est que pour eux, plus en plus, ils comprennent qu'il n'y a pas de recommandation centrale, comment engager les parties prenantes. Je pense qu'il y a un enjeu très important, c'est ce qu'on appelle dans cette littérature autour des parties prenantes stakeholderizing, pas le stakeholder. Parce qu'une partie prenante a certains attributs. Il est capable de s'impliquer dans certains dialogues de gouvernance, il sait prendre la parole, il sait parler le langage de gouvernance, parler avec des chiffres, etc. Et il y a des parties impactées qui ne sont pas encore parties prenantes parce qu'ils n'ont pas de voix, ils ne savent pas jouer le jeu. Donc cet outil cherche à aller sur le terrain avec l'aide d'un acteur local qui contrôle le processus. Ce n'est pas la Fondation qui contrôle le processus, va essayer de s'impliquer dans ce processus de stakeholderizing.
quelle forme ça va prendre, quel type de partie prenante va émerger avec quel type de voix. Dans chaque contexte, ça va être différent. Donc, c'est prise en compte de cette différence, s'appuyer sur le processus, pas sur les standards centralisés. C'est des éléments très importants, je pense, de ce projet. Et par rapport à ce qu'il disait Nicolas tout à l'heure, je suis d'accord qu'il y a la politique au niveau international de compréhension au niveau global des choses. On a besoin des chiffres, mais c'est un appareil très sophistiqué déjà qui existe. Et gouvernance au niveau international, c'est ça qu'il fait essentiellement. Mais après, la politique locale, il se fait, les gens essaient de réclamer, les gens essaient de lever leur voix, dialoguer avec les entreprises, mais on n'a pas vraiment l'appareil gouvernance internationale n'est pas adapté pour aider à cela. Dans ce cas, c'est intéressant, c'est qu'une organisation typiquement qui appartient à l'appareil international de création des chiffres essaie de recadrer un outil pour le mettre au service de communautés. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on n'a pas suffisamment de liens, possibilité de créer des liens de savoir et d'expérience et aussi donner légitimité, crédibilité et la voix à la communauté locale dans le champ c'est pas dans les débats. Donc, c'est bousculement pour moi, c'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un veut poser une question? Bon, nous sommes à 2 minutes près, donc peut-être on peut remercier les intervenants pour cette communication, ce dialogue très intéressant. De toute façon, on aurait dû se débrancher dans 1 minute et demie. Merci à toutes et tous. J'espère que ça a été intéressant et on discutera ensuite avec les participants, les organisateurs, comment donner un peu suite à ce large événement qui est suivi par à peu près 2000 personnes dans le monde entier, où il y a une bonne centaine de panels. Donc, tout est un peu à construire, mais enfin, l'idée, c'était de penser ces forums comme un premier forum et aussi comme une manière de créer de communautés transnationales, mais aussi nationales, comme c'est le cas de celles qui sont basées sur des langues. Donc, on restera en contact et peut-être on se reverra dans pas très longtemps. Donc, merci encore et bonne continuation avec d'autres panels. Merci beaucoup, Roberto. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Salut.